Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Frédéric Meunier, j'enseigne la géopolitique au lycée Saint-Louis à Paris et également à Schema Business School où je dirige l'école de géopolitique. Dans les minutes qui viennent, je vais avoir le plaisir d'introduire des sujets à travers un florilège d'énoncés qui sont tombés au concours, soit à ESCP, soit à ESSEC, soit à Écricom ou encore à Grenoble. À travers ces analyses d'énoncés, je vais essayer de placer des rails sur lesquels il faut partir, ou plutôt qu'il ne faut pas quitter, si l'on veut bien traiter ces sujets et avoir les meilleures notes possibles au concours. Alors, avant d'entrer dans le dur et d'entrer dans des énoncés qui sont tombés véritablement au concours, j'aimerais vous donner quelques conseils préliminaires sur la dissertation en général et sur l'introduction en particulier. Sur la dissertation en général, d'abord, la bonne note à une dissertation se trouve à l'intersection de trois cercles, trois F en quelque sorte. Le cercle de la forme, le cercle du fond et le cercle de la finesse. Alors laissez-moi vous en dire quelques mots. Le cercle de la forme comprend à la fois la graphie, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, bien sûr. Le cercle du fond, c'est le cercle des connaissances. Et en géopolitique, une bonne dissertation, c'est quand même des connaissances. Des noms d'acteurs, des noms de pays, des dates, des chiffres, des exemples précis sur, par exemple, telle entreprise, sur telle décision, telle crise internationale, tel événement de guerre économique. Le troisième cercle, le troisième F, c'est la finesse, l'esprit de finesse chez Pascal. C'est l'argumentation. Dans ce cercle se trouve, par exemple, la rectitude du raisonnement, le plan en trois parties, la finesse de l'analyse, les sous-parties, puis évidemment le paragraphe. Quelle est l'idée clé du paragraphe? Quels sont les bons exemples à l'appui de l'idée clé? Tout ça ressort de ce troisième cercle. Si votre copie est à la fois bien écrite, riche en connaissances, et droite dans le raisonnement, eh bien vous planterez votre flèche au centre des trois cercles et vous aurez une excellente note. Ça, ce sont des données générales. Or, vous savez, ces trois cercles, la forme, le fond, la finesse, eh bien on peut les apprécier en fait dès l'introduction. Tout correcteur au concours peut vous dire où il va placer la copie à l'issue de la lecture de l'introduction. En effet, dès la lecture de l'introduction, on peut apprécier à la fois la forme, bien sûr, l'orthographe, la grammaire, la graphie. Le fond, est-ce que les quelques connaissances clés qui apparaissent dans l'introduction sont véritablement pertinentes? Et puis évidemment l'argumentation, parce que vous allez soulever un paradoxe, dégager une problématique, proposer un plan pour y répondre. Voilà pourquoi l'introduction est décisive. C'est elle qui va décider très largement des rails et de la manière dont vous allez poser le problème et in fine qui va déterminer une grande partie de la note. Alors, passons quelques instants, à travers quelques sujets, sur cette fameuse introduction et sur ce qu'il ne faut pas rater dans l'introduction. La France, puissance d'influence mondiale. Nous sommes à ESCP en 2023. C'est un sujet qui pose un certain nombre de problèmes, alors que son apparence est extrêmement simple. La France, très bien, nous savons que c'est un pays, donc un pays c'est un territoire, une population socialement parlant, une population économiquement parlant, les entreprises, et puis enfin c'est un gouvernement, une série d'institutions, avec à sa tête le président, la France. Virgule, puissance d'influence mondiale, point d'interrogation. La virgule est comme un équivaut. Le point d'interrogation demande ou oblige à se demander si ce pays, la France, est ou est encore une puissance d'influence mondiale. Le mot-clé, évidemment, c'est influence. Et ici, une lecture du sujet était possible, mais une lecture dont je vais vous montrer qu'elle est fautive, en fait. On peut entendre influence au sens de dimension, d'échelle. La France est-elle encore une puissance d'échelle mondiale? Mais nous sommes en géopolitique. Les mots ont leur sens. Influence, c'est une catégorie de la géopolitique. Yves Lacoste, par exemple, explique que la géopolitique, c'est l'étude des rapports de pouvoir et d'influence dans l'espace. Il fallait donc entendre influence dans son sens plein, dans son sens de relations internationales, de géopolitique. Et qu'est-ce que l'influence? Eh bien, si l'on suit Frédéric Charillon, qui a écrit un livre précisément sur l'influence, eh bien, l'influence, c'est la puissance sans la contrainte. C'est, si vous voulez, la puissance sans une grande partie du hard power, le hard power le plus dur, que Joseph Nye appelle coercion, la coercition, la contrainte. Dès lors, la question qui se pose, c'est de savoir si la France est une puissance d'influence mondiale. Est-ce que ça ne revient pas à dire, si l'influence c'est la puissance sans la contrainte, que la France n'est plus vraiment une puissance crédible, car est-on vraiment crédible lorsqu'on ne peut plus qu'influencer? Est-on vraiment crédible sans le pouvoir de contrainte? La France dans les classements est première en soft power. Or, est-ce que c'est avec les châteaux de la Loire, la baguette, le French art de vivre, que l'on peut faire courber Vladimir Poutine? Au fond, la question qui se pose, c'est de savoir, lorsqu'on se demande si la France est une puissance d'influence, si ça ne revient pas, au fond, à reconnaître que la France n'est ni une grande puissance moyenne,
mais tout simplement, comme le dit lui-même Emmanuel Macron, en jouant pleinement ce rôle de puissance d'équilibre. En quelque sorte, la question qui se pose derrière cette question, c'est de savoir si au fond, la France n'a pas rétrogradé dans la catégorie des puissances importantes. Nous sommes à ECRICOM maintenant, en 2023. Le sujet s'intitule « Chine et Inde, partenaires ou rivales ?» Point d'interrogation, bien sûr. Alors c'est un sujet assez intéressant parce que c'est un sujet en « ou ». Et lorsqu'on a un sujet en « ou », eh bien on peut être amené à dissocier les notions. Il est évident que vous ne pouvez pas, si vous avez un sujet avec amis ou ennemis, faire un grand 1 où vous direz « ils sont amis ou ennemis », grand 2 « pourquoi sont-ils amis ou ennemis », etc. Et le sujet en « ou » oblige à se demander lequel des deux termes est le plus important. Est-ce que c'est rival? Est-ce que c'est partenaire? Et ici, eh bien, pour répondre à cette question, il est très intéressant de voir l'évolution de ces deux pays dans le temps. En 2005, par exemple, le Premier ministre chinois Wen Jiabao se rend en Inde et il célèbre les deux pays comme étant, dit-il, deux pagodes. Deux pagodes dont l'une, la Chine, pourra par exemple fabriquer le hardware, les ordinateurs, et l'autre, l'Inde, spécialiste en logiciels, pourra fabriquer le software. En d'autres termes, à ce moment-là, la Chine et l'Inde se consacrent l'une l'autre comme des partenaires, des pays qui sont tout à fait complémentaires. A contrario, en 2020, eh bien, dans l'Himalaya, des troupes indiennes et des troupes chinoises ont eu une altercation qui a donné lieu à plusieurs morts. C'était la première altercation de cette importance depuis des dizaines d'années. Et plus récemment, en septembre 2023, le Premier ministre Narendra Modi a conduit le G20, une réunion à laquelle Xi Jinping ne s'est pas déplacé. Autant dire que la question de savoir si les deux pays sont partenaires ou rivaux ne se pose pas dans l'absolu, mais elle se pose dans le temps. Et à certains égards, ce pourrait être d'ailleurs l'angle d'entrée dans le sujet, la question est de savoir si au fond, les pays de partenaires, en 2005 comme je vous le dis, ou en 2009 dans les BRICS, ne sont pas en train de devenir rivaux, puisque alors que la croissance chinoise baisse, alors que la population chinoise baisse, alors que la Chine connaît une grave crise de l'immobilier, au contraire, la croissance indienne tient, c'est la plus élevée d'ailleurs pour les grands pays de la zone, et l'Inde est devenue en 2023 le pays le plus peuplé du monde. Et à certains égards, eh bien, la question qui se pose est de savoir si ces deux pays, de partenaires qu'ils étaient, d'ailleurs on peut remonter même au tiers-monde, en 55 à Bandung, ne sont pas en train de devenir les principaux rivaux en Asie dans le cadre d'une course à l'hégémonie régionale. Au concours, il y a des sujets en « ou », et il s'agit de savoir lequel des deux membres, partenaires ou rivales, l'emporte. Il y a des sujets en « et ». Les sujets en « et » eh bien, sont intéressants car il faut étudier la relation de Gaulle et la France. Puis parfois il y a des sujets en « entre ». Ainsi par exemple, en 2021, à ECRICOM est tombé le sujet suivant, le monde arabe entre intégration et fragmentation. Ou encore en 2009, à ESCP, les Amériques entre intégration et fragmentation. Le « entre » suggère une tension, c'est-à-dire deux dimensions, ou pour être un petit peu macronien, en même temps. Le « entre », c'est le « en même temps ». Et effectivement, en géopolitique, il arrive parfois que des phénomènes opposés se déroulent en même temps. Il y a parfois des dynamiques dans une zone d'intégration, l'intégration régionale, mais des fragmentations qui peuvent être d'une autre nature, sociale, politique, économique. Et ça y est, je viens de vous donner des éléments de réponse. Lorsqu'on a un sujet en « entre », il est évident que les deux dynamiques qui s'opposent, intégration-fragmentation, ne peuvent pas être de même nature. On ne peut pas être à la fois en intégration économique et en fragmentation économique. On peut être en intégration dans un domaine et en fragmentation dans un autre. On revient à une règle extrêmement importante en dissertation, qui est la force des adjectifs. Lorsque vous avez ce genre de sujet, il va falloir qualifier avec des adjectifs la forme de ceci entre la forme de cela. Quelle forme d'intégration? Par exemple, le monde arabe, il y a évidemment des formes d'intégration, ne serait-ce qu'à travers des accords régionaux, on pense au Conseil de coopération du Golfe par exemple, ou à la Ligue arabe, et vous avez évidemment des dynamiques de fragmentation qui peuvent être géopolitiques, peut-être par exemple entre la Tunisie et la Libye. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des éléments, la Libye se décompose, et les éléments de guerre civile ou de tension peuvent toucher la frontière tunisienne. Ça peut être par exemple les tensions récurrentes depuis des dizaines d'années entre le Maroc, pays arabe, et l'Algérie, pays arabe. Vous savez que le long de la frontière, notamment au sujet du Sahara occidental, il y a beaucoup évidemment de dynamiques divergentes qui peuvent mener à des conflits. Donc vous voyez, intégration d'un type versus fragmentation. Et voir, encore une fois, lequel des deux l'emporte. Et ici, on peut faire un plan très classique, un CPJ, comment se manifestent ces dynamiques d'intégration et de fragmentation, sur quoi reposent les logiques d'intégration et de fragmentation, et puis dans une troisième partie, à quoi cela amène-t-il? Est-ce que la zone est instabilisée? Est-ce qu'elle est au bord de la guerre civile? Est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, les dynamiques
d'intégration parviennent à contrebalancer les dynamiques de fragmentation, ou l'inverse. Il y a des sujets au concours en « ou », il y a des sujets en « entre », et il y a des sujets en « et ». Prenons par exemple ce sujet tombé à l'ESCP en 2018, États-Unis-Chine, rivalité de pouvoir et d'influence. Alors l'intérêt ici, c'est que le « et » combine deux mots qui sont proches, pouvoir et influence. Si l'on se souvient de la définition de la géopolitique par Yves Lacoste, la géopolitique étudie les rivalités de pouvoir et d'influence sur des territoires et des populations, c'est-à-dire dans l'espace, eh bien au fond, pouvoir et influence sont deux termes qui qualifient l'entièreté du spectre de la puissance. Le pouvoir étant ce qu'il y a de plus dur, et l'influence étant ce qu'il y a de plus doux. Et donc le sujet vous invite à réfléchir sur les rapports de puissance entre États-Unis et Chine, que ces rapports soient des rapports durs. Par exemple, le pouvoir, ce sera des sanctions commerciales, la guerre commerciale, à d'autres moments même des menaces. Pensez par exemple, s'il n'y a pas de date, pour monter très très loin, à la crise du détroit de Taïwan en 1955, lorsque la Chine populaire a menacé Taïwan, et à ce moment-là, les États-Unis ont amené un porte-avions et ont menacé la Chine populaire de représailles nucléaires. On est dans ce qu'il y a de plus dur, jusqu'à de l'influence réciproque, l'influence américaine passant plutôt par le soft power, et puis l'influence chinoise passant par le sharp power, un pouvoir de subversion. Au contraire. Donc ici, l'intérêt est de réfléchir à la combinaison entre pouvoir et influence, entre la force de contrainte et puis la force d'influence qui passe à la fois, pour reprendre les mots de Joseph Nye, par l'inducement, l'incitation, l'agenda setting, la capacité à lister des priorités, ou encore l'attraction, c'est-à-dire la séduction que peut occasionner ou provoquer un modèle l'un sur l'autre. L'autre mot important, bien sûr, c'est rivalité. Et rivalité suppose un troisième terme. Pensez toujours en littérature à la rivalité amoureuse, bien sûr. Deux personnes s'affrontent au sujet d'une troisième. Il faut donc étudier les rapports de puissance entre États-Unis et Chine à travers des troisièmes termes. Chine, États-Unis, Taïwan. Chine, États-Unis, microprocesseurs, par exemple. De manière générale, Chine, États-Unis, course à la suprématie économique. Chine, États-Unis, Europe. La Chine cherche à toucher l'Europe et à l'influencer par les routes de la soie. Les États-Unis, évidemment, sont un acteur prépondérant en Europe, depuis la signature de l'OTAN, par exemple, et par les liens économiques. Rivalité, donc, et de tout le spectre de la puissance, allant du pouvoir jusqu'à l'influence. Nous sommes à ESCP en 2014. Le sujet s'intitule « L'Afrique est-elle à l'écart du monde ?» Alors vous le savez, la plupart du temps, la difficulté d'un sujet se trouve dans le terme trivial. L'Afrique, c'est une notion de programme, c'est un continent, 54 États, 1,4 milliard de personnes aujourd'hui, c'est l'IDH le plus faible du globe, ce sont les PIB par habitant parmi les plus faibles également, c'est la plus grande concentration de PMA. Très bien. Le monde, évidemment, désigne la planète dans ses différentes dimensions, dans ses dimensions économiques, un vaste marché, dans sa dimension politique, le pavage étatique et les relations entre les États. Évidemment, la notion clé, c'est l'écart. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'écart? C'est une notion triviale parce que ce n'est pas une notion tout à fait géopolitique ou géographique. Centre, périphérie, marge. C'est donc sur ce terme qu'il fallait baser l'analyse. Or, très souvent, écart a été compris comme marge, marginalisé, être en dehors. Mais on peut se mettre à l'écart tout en étant intégré. Vous pouvez être à l'écart de la classe, mais l'on vous voit bien sûr. Et donc la question était de mesurer en quelque sorte ce que signifiait l'écart, ce qu'il pouvait désigner, cet écart entre l'Afrique et le reste du monde. Par exemple, il y a un écart dans la mesure où l'Afrique est à la racine de la chaîne de valeur. Elle produit les matières premières, mais elle ne produit pas les produits finis. Elle bénéficie en quelque sorte de la rente de son sous-sol, mais elle n'en touche financièrement qu'un très petit retour, si vous voulez. Être à l'écart, ça veut également dire être à l'écart, par exemple, des institutions de décision. Jusqu'en septembre 2023, seule l'Afrique du Sud était présente au G20. Il a fallu que Narendra Modi, d'ailleurs avec victorieusement, propose et obtienne que l'intégralité de l'Union africaine entre au G20. Mais c'est tout récent, ça fait 6 mois seulement. Dans ces conditions, l'Afrique est à la fois largement économiquement à l'écart du développement, socio-économiquement, à l'écart de la valeur ajoutée des chaînes de valeur, à l'écart des grands centres de décision. Mais le sujet se demande si l'Afrique est à l'écart du monde. Il faut donc pouvoir le discuter. Ça veut dire que dans d'autres domaines, l'Afrique n'est pas à l'écart, elle est centrale, à bien des égards. Réfléchissez un peu à la musique que l'on écoute dans le monde. Cette musique à 2 temps. Eh bien, c'est une musique qui provient d'Afrique. Culturellement, l'Afrique est extrêmement dynamique. D'un point de vue de démographie, l'Afrique est devenue aujourd'hui l'un des centres du monde. Elle a autant de population que l'Inde ou la Chine. D'un point de vue migratoire, par exemple, l'Afrique n'est pas à l'écart, elle est même un cœur migratoire. Certes, 80% des migrations sont internes à l'Afrique, mais 20% en sortent, bien sûr, et elles ne sont pas sans poser aujourd'hui de problèmes de tension, de défis pour l'Union européenne.
pensez à la crise migratoire en Méditerranée. Donc vous voyez, le sujet obligeait à qualifier avec des adjectifs l'écart, est-il économique, est-il géopolitique, est-il social, et discuter de cet écart, car dans certains domaines, l'Afrique n'est pas à l'écart, elle est même centrale. À partir de ces réflexions, par exemple, on pouvait proposer un plan relativement simple, mais assez performant. On pouvait, par exemple, dire que dans un premier temps, grand 1, si vous voulez, l'Afrique est un continent périphérique, il s'agit d'un écart dans l'intégration au système monde. Dans un deuxième temps, mettre en avant que cet écart est paradoxal, car l'Afrique est indispensable pour le reste du monde. Sans matières premières africaines, pas d'électricité, l'uranium. Sans matières premières africaines, pas de vêtements, le coton de la ceinture cotonnière. Sans matières premières, sans minéraux africains, pas de nouvelles technologies. Et enfin, dans un troisième temps, dire que l'Afrique face au monde, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui de l'écart au sursaut, dans la mesure où on le voit, un certain nombre de pays africains, on en pense ce que l'on veut, mais cherchent à prendre en main leur destin pour résoudre ou raccourcir en quelque sorte l'écart avec le reste du monde, que ce soit en rentrant davantage dans les institutions, ou effectivement en faisant des coups d'État, en chassant la France, en faisant davantage venir la Chine. Et donc il y a aujourd'hui, en quelque sorte, ce sursaut dont je vous parle, qui est peut-être une réduction de l'écart, c'est à discuter dans la troisième partie. Pour finir, un sujet de GEM. Grenoble École de Management, qui, vous savez, donc propose également des sujets de géopolitique. Une chose importante à savoir, c'est que le président de la banque GEM, pour la géopolitique, est un professeur de relations internationales, c'est un professeur de sciences politiques. Et donc, ça explique en quelque sorte la coloration un peu particulière de ces sujets, qui sont tout à fait intéressants. Alors, je vous en propose un, qui est tombé en 2022, une gouvernance mondiale de plus en plus efficace, point d'interrogation. La formulation est un peu déroutante parce que, en général, j'imagine dans vos cours, on vous a expliqué qu'aujourd'hui, la gouvernance mondiale est en difficulté, le FMI, par exemple, est concurrencé par la Banque des BRICS ou la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, l'ONU est largement bloquée par les séries de vétos, par exemple, sino-russes au sujet de la Syrie, ou américains lorsqu'il s'agit, par exemple, de condamner Israël. Et donc, l'impression, enfin, qui se dégage aujourd'hui, c'est une gouvernance mondiale difficile. Les COP se succèdent sans infléchir tout à fait réellement, par exemple, la courbe d'émissions de CO2. Alors, partant de là, la question, peut-être, on peut raisonner de cette manière-là, au fond. On peut se demander la chose suivante, quelle forme de gouvernance mondiale serait de plus en plus efficace? Dans ce cas-là, on pourrait imaginer ce genre de démarche, en disant qu'aujourd'hui, manifestement, la gouvernance mondiale existe, bien sûr, et elle fait également du travail. C'est-à-dire, l'ONU fonctionne et envoie des troupes malgré tout partout dans le monde. On voit les crises de l'ONU, mais on a du mal à imaginer. Et pourtant, l'ONU fonctionne aujourd'hui. Elle envoie des milliers de casques bleus à travers la planète. Elle pilote des programmes, par exemple, sur la faim, sur le développement, sur le commerce, évidemment. De la même mesure, eh bien, l'Organisation mondiale du commerce est peut-être bloquée, mais son œuvre est toujours là, les droits de douane ont baissé, même si on le sait, le protectionnisme revient. On pourrait donc imaginer une première partie envisageant le fonctionnement des grandes institutions de gouvernance mondiale, pour montrer dans un deuxième temps que ces institutions connaissent des difficultés, car à certains égards, et c'est tout leur problème, je crois que c'est le cœur du sujet, elles ont été pensées, pour la plupart, après la Seconde Guerre mondiale. Or aujourd'hui, elles font face à un monde qui a complètement changé. Et donc, les institutions de gouvernance mondiale aujourd'hui, moins adaptées que par le passé, ce qui explique peut-être leur manque d'efficacité. En effet, les institutions de gouvernance mondiale ont largement été pensées au fond après 1945, c'est ce qu'on appelle l'ordre libéral international, par Roosevelt, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale. Pensons par exemple aux 5 membres du Conseil de sécurité, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, la Chine. Ils sont évidemment représentatifs de l'ordre post-45, mais sont-ils encore complètement représentatifs de l'ordre actuel? Peut-on imaginer un Conseil de sécurité sans l'Inde, sans le Japon, sans l'Allemagne, sans un pays d'Amérique latine comme le Brésil? Évidemment, ce sont des choses très compliquées. Et donc il s'agirait de montrer dans ce deuxième temps comment la gouvernance mondiale bute sur une forme d'inadéquation entre ce qu'elle est, le monde qu'elle représente, et le monde d'aujourd'hui. Et le troisième temps, eh bien, montrerait la chose suivante, c'est que soit les institutions internationales cherchent aujourd'hui à gagner en efficacité en incluant plus de membres, et on sait par exemple que la France à certains moments, eh bien, s'est fait représenter au Conseil de sécurité de l'ONU par l'Union européenne, afin de donner plus de corps, soit par exemple, eh bien, l'Union africaine dans sa totalité va entrer au G20, on est bien ici en gouvernance mondiale, soit, et c'est le risque aujourd'hui, puisque la gouvernance mondiale traditionnelle post-45 est en crise, eh bien, il se crée d'autres éléments de gouvernance mondiale qui sont antithétiques. C'est, par exemple, puisque le G7 est resté G7, il est devenu G20, mais c'est pas tout à fait la même chose, vous avez par exemple, eh bien, les BRICS qui se créent.
Puisque l'ONU dysfonctionne, eh bien, vous avez un certain nombre d'États révisionnistes qui créent aujourd'hui des institutions parallèles, ou en tout cas des forums. Il est évident aujourd'hui que d'un côté, vous avez le Forum des pays riches, le G7, et de l'autre, vous avez les BRICS qui sont en train de s'étendre. Et le risque, in fine, de montrer en fin de dissertation, c'est qu'on arrive aujourd'hui, parce que la gouvernance mondiale est en difficulté, à des formes de gouvernance mondiale rivales, ou à des formes de gouvernance régionale. Et vous savez que parmi les scénarios possible du monde qui vient, il y a un scénario du monde en îlots, c'est-à-dire en îlots séparés avec moins de relations commerciales, et puis des relations géopolitiques plus tendues de facto.